Bonjour à tous, merci du temps que vous accordez pour être présent ici et maintenant. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur, mais pas que. Je vais vous parler du syndrome de l'imposteur et de tout ce que ça dit de l'organisation de notre secteur professionnel. Si vous êtes comme moi, vous avez vu, au fil des années, de très nombreuses conférences sur le syndrome de l'imposteur ou le syndrome d'imposture, un mélange d'anxiété, un manque de confiance en soi, qui finit par donner l'impression aux gens qui l'expérimentent qu'ils sont illégitimes dans leur travail. Ces conférences, réalisées par plein de gens talentueux, sont utiles et nécessaires. La détresse des personnes qui ressentent ce syndrome, elle est réelle, et on a raison d'y répondre d'un point de vue individuel. Ces conférences, j'en ai listé ici quelques-unes, à commencer par celle d'Aurélie, qui interviendra ce soir en keynote de sortie, mais aussi d'Abeba Ngwe, de Maeva Nguyen ou de Marine Gandhi, qui toutes, avec leurs propositions, parlent en fait de ressentis liés à l'imposture, à différents moments de leur carrière ou par rapport à différentes périodes ou challenges qu'elles ont pu rencontrer. Dans leurs différentes conférences que je vous invite à voir, parce qu'elles parlent pour le coup de ça beaucoup mieux que moi je le ferais, elles donnent des clés pour dépasser ce ressenti qui est un ressenti temporaire, parler autour de soi, rationaliser ses objectifs, innover dans la réponse qu'on a par rapport aux problèmes, donc ça ne veut pas dire faire de la R&D sur ces problèmes, ça veut dire essayer de trouver des pistes un peu différentes, s'appuyer sur des réseaux de soutien, ou tout simplement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, être indulgent ou indulgente avec soi-même. Je prends ici quelques minutes pour les remercier, parce que cette conférence ne pourrait pas exister si elles n'avaient pas fait tout ce travail en amont, et pour remercier aussi toutes les personnes que je ne connais pas, qui travaillent aussi sur ces sujets et qui permettent à plein de gens de s'en sortir, parce que ce n'est pas un moment facile à vivre dans sa carrière professionnelle. Mais moi, ça me pose quand même pas mal de questions. Moi, je suis Boris, je suis professionnel du web depuis à peu près 15 ans, et depuis presque autant de temps, soit en tant que consultant, soit en tant que formateur en formation continue, soit en tant que formateur en formation initiale, je côtoie des gens qui sont formidables, mais vraiment des gens brillants, et qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont nuls, tout le temps. Ah, je ne sais pas faire ci, je ne connais pas tel framework. Et j'ai l'impression que plus notre domaine s'élargit, et notre domaine s'élargit très fort, plus on intègre de nouvelles personnes dans nos communautés, et plus on croise de gens qui ressentent le besoin d'exprimer les angoisses qu'ils ont, et c'est bien qu'ils l'expriment, mais c'est quand même moins bien qu'il et ses angoisses. Alors je me dis qu'on rate peut-être quelque chose d'un petit peu plus large sur la manière dont on organise notre métier, et qu'il y a peut-être quelques questions à se poser. Parce qu'après tout, l'informatique, c'est la science de l'information, et on ne peut pas dire que l'information chez nous, elle manque. Des conférences, il y en a plein, de la documentation, il y en a plein. On travaille plus particulièrement encore que dans l'informatique, on travaille sur le web, qui est littéralement une modalité de diffusion des connaissances. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a en général des freins. Donc comment ça se fait qu'avec un tel accès aux connaissances, avec une telle capacité à accéder à des compétences, avec des ressources disponibles, des outils gratuits, avec toute cette matière première, pourquoi est-ce qu'on continue à tous penser qu'on est des gros nazes, quoi? Non, vraiment, ça interroge. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui, dans notre secteur, favorise l'expérience d'imposture? Et si on arrive à mettre le doigt sur les caractéristiques qui provoquent ça, et qu'on reconnaît leur caractère global, pourquoi est-ce qu'on continue à aborder ce sujet sous l'angle individuel? Pourquoi est-ce que quand on croise quelqu'un qui a ce ressenti, non seulement on ne l'aide pas, mais en plus on se dit, ok, qu'est-ce qui fait que dans son environnement professionnel, il ou elle a pu en arriver là? Ce qui interroge sur le fait que si, en fait, à un moment, une très grande partie d'entre nous se pose ce genre de questions, c'est que c'est peut-être plus un problème de personne, c'est que c'est peut-être intéressant de savoir ce qui se passe sur le fond, que c'est peut-être systémique, et que si on pousse un cran plus loin, se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette analyse jusque-là, ou d'ailleurs peut-être des gens l'ont fait, en fait, et on n'est pas au courant, et puis qui dans notre industrie profite de cette situation ou n'en profite pas, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Et donc c'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Donc comme toute analyse, moi je suis un bon analyste, quand je commence par analyser quelque chose, je commence par définir. Donc mon objet d'étude à la base, c'était le syndrome d'imposture, donc je me suis intéressé à ce que c'était. Et le syndrome d'imposture, ou syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui a été étudié sous la forme d'une enquête sur la confiance en soi, en 1978, par deux femmes, Dr Susan Himes et Dr Pauline Clance.
Et elles-mêmes ont étudié, leur propre sujet d'étude, c'était 150 femmes qui étaient brillantes dans leur métier, qui étaient reconnues par leurs compères, mais qui n'étaient pas reconnues par elles-mêmes. Et ça, voilà, c'était pas une surprise. En analysant ces femmes, les psychologues en question ont mis au jour un malaise de l'ordre de l'expérience temporaire, pas du tout un trouble psychiatrique, comme ça pouvait être suggéré à l'époque par des confrères masculins, pouvant provoquer des réactions qui étaient émotionnellement disproportionnées. Interrogées sur leur réussite, toutes ces femmes talentueuses exprimaient des doutes, mais pour 70% d'entre elles, elles exprimaient un tableau de symptômes qui était assez important et qui était assez récurrent. D'abord, elles affectaient leur réussite au hasard, à la chance ou à la tromperie, capacité à tricher en fait, dans les relations sociales. Elles avaient tendance à affecter la réussite des autres à d'autres choses, comme la capacité à travailler ou à avoir des compétences qu'elles n'auraient pas. Elles craignaient en permanence d'être démasquées, et pour ne pas être démasquées, elles développaient des mécanismes de compensation relativement extrêmes qui pouvaient aller soit du désintérêt total, puisque finalement le meilleur moyen de ne pas être démasqué, c'est de ne pas travailler, ou à l'inverse, le surinvestissement total qui pouvait amener derrière à des burn-out, même si à l'époque on n'avait pas forcément ce terme pour désigner cette situation. Depuis cette étude de 78, évidemment, on a fait beaucoup de progrès, on a fait beaucoup d'analyses, et on a affiné un petit peu le profil des personnes qui peuvent être concernées par ce sentiment d'imposture. Le syndrome d'imposture concerne majoritairement des personnes qui sont en études, qui sont en apprentissage continu ou qui sont en reconversion, ou des personnes qui sont dans la recherche des métiers créatifs ou avec un grand niveau d'autonomie dans leurs tâches. On a remarqué que ce syndrome d'imposture était très prévalent chez les minorités sociales et ou discriminées. C'est aussi pourquoi l'objet d'étude premier des deux psychologues en 78 était les femmes. On a remarqué également plus récemment que ce syndrome était plus prévalent chez les gens qui se considéraient bénéficier de conditions favorables. Et je dis bien se considérer bénéficier de conditions favorables, ça ne veut pas dire qu'elles l'étaient. Mais en fait, chez ces personnes-là, elles ont tendance à penser que beaucoup de choses positives qui leur sont arrivées sont dues en fait à la chance et pas du tout à du travail qu'elles auraient pu faire ou des relations qu'elles auraient pu établir. Et enfin, plus récemment, et à chaque fois, pour ceux que ça intéresse, quand je partagerai les slides, vous aurez les notes des études en fait, qui permettent de dire ça, exposées à des preuves sociales de réussite. Alors, la preuve sociale de réussite, c'est un grand terme. Moi, j'appelle ça regarder la vie des autres sur Instagram et trouver qu'elle est vachement mieux que la mienne. Voilà. Je vois que vous aussi. Et je sais pas vous, mais moi là-dedans, je vois quand même un truc que je reconnais. Parce que moi, dans mon domaine, dans mon secteur, dans le code, la tech, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, l'informatique, le web, bah, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu tous, tout le temps, en apprentissage continu ou en reconversion, parce qu'on change de techno, parce qu'on change d'équipe, parce qu'on change d'organisation. On a souvent un très grand niveau d'autonomie, même si ce n'est pas souvent décrit comme ça. On a en général des conditions de travail qui sont relativement favorables, et là je m'excuse pour toutes les personnes qui n'ont pas ces conditions favorables, mais à l'échelle globale, statistiquement, on a des postes de travail qui sont plutôt qualitatifs, sur des travaux avec des troubles musculo-squelettiques bien identifiés et limités, et des salaires qui sont en général plutôt bons par rapport au reste de la population et qui nous amènent rapidement, après quelques années, dans des déciles assez élevés de revenus. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ça, venez, on va discuter de vos salaires, vous allez voir, je suis sûr que vous pouvez gagner beaucoup plus. Enfin, on est assez exposé à des preuves sociales de la réussite des autres, puisque nous-mêmes, on a tendance à partager assez facilement les informations sur nos vies, de par les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont connectés, de par ces conférences où on va venir expliquer ce qu'on a fait, et on a tous l'impression que la personne qui est montée sur scène, elle a un truc de pertinent à dire. C'est pas le cas, hein. Moi j'ai fini mes slides il y a 12 minutes, donc, et ça, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, et il faut juste s'inscrire, et après on n'a plus le choix après. Une fois que l'équipe a dit oui, on est obligé de venir. Donc voilà, on se retrouve en fait dans un secteur où, par construction, on a des expériences qui nous amènent profondément à ressentir ce syndrome d'imposture. Et là, on se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que notre secteur fabrique en fait ça? Qu'est-ce qui est structurant? Pourquoi il n'y a pas la même chose chez les plombiers? Pourquoi chez nous en fait? Il y a plusieurs angles qu'on peut prendre pour répondre à cette question. J'ai que 45 minutes et pas 5 jours, donc j'ai choisi que 2 angles. D'abord, nos primitifs de base. Nos primitifs de base, ce sont l'algorithmie et la modélisation, qui passent par un certain nombre d'enjeux. 3 de ces enjeux, par exemple, sont les jeux de données, la modélisation et l'écriture d'instructions. Les jeux de données, c'est-à-dire une sélection déjà organisée et contextualisée d'éléments. Bon, ben voilà, organisé, contextualisé,
un énorme biais, c'est nous qui l'incluons dedans. Donc c'est-à-dire que nos jeux de données à la base sont déjà biaisés et on a tendance à reproduire des choses qu'on connaît, et en plus auxquelles on attribue en général des valeurs. On a un biais aussi au niveau de nos modélisations. On a des projections qui sont relativement imprécises de la réalité sur des dimensions qui sont finalement très prédéfinies et qui ne correspondent pas forcément au réel. Et avec tout ça, on fait des algorithmes, c'est-à-dire que littéralement, on essaie de voir comment nous, on pense, et on met ça dans la machine. Donc si on ne pense pas bien, ou si on ne pense pas de manière complète, ou si notre pensée ne reflète pas la complexité du problème, eh ben, on a fait quelque chose qui reproduit exactement nos biais. Donc on a par construction tendance à créer en fait des modèles qui sont insuffisants par rapport à ce qu'on essaie de faire. Et qu'est-ce qu'on fait pour corriger tout ça? Eh ben, en général, on ne fait pas grand-chose. En général, on s'en fiche. Voire même, on empire le problème volontairement en faisant, par exemple, du recrutement comme soi, parce que ça rapporte de l'argent. Oui, parce que plutôt que d'aborder un problème, ce qui est bien aussi, c'est de regarder ce que ça rapporte. Et en fait, notre secteur rapporte beaucoup. Donc, plutôt que d'essayer de débiaiser, sortir de ces constructions où on a tous l'impression de réapprendre en permanence parce qu'on n'a pas réussi à construire un modèle équilibré pour tout le monde, eh ben, on va recruter des gens qui ont le même profil que nous, les mêmes poules d'études, des normes sociales comparables, des expériences de vie qui nous rappellent les nôtres. C'est littéralement ce qui se passe dans les entretiens. Quand vous faites un entretien et qu'au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui dit « j'ai un bon feeling ». Ouais, il te ressemble, quoi. Enfin, c'est littéralement quelqu'un qui fait écho à des expériences que tu as eues. Et ça marche, parce qu'en vrai, si moi je croise quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, qui vient du même background que moi, qui a appris à communiquer socialement comme moi, qui va analyser un problème comme moi et le corriger comme moi, ça veut dire qu'on est hyper interchangeable. Du point de vue entreprise et réussite, c'est parfait, on est des Kubernetes, on peut nous interchanger, c'est parfait. Et si en plus ces gens-là font de la veille comme nous, s'ils ont appris à communiquer comme nous, s'ils analysent comme nous, eh ben on va dire en entreprise qu'on est une équipe qui est bien alignée, on a bien fit. C'est même littéralement un critère de recrutement pour beaucoup de boîtes, dont certaines, il y a quelques années, je me rappelle, faisaient carrément des compétitions pour inscrire leurs valeurs, pour qu'elles soient mises sur le fronton des entreprises. Vraiment, nous, nos valeurs, c'est ces 3 trucs-là. On a fait des catchphrases, et si tu aimes, tu viens, et si tu aimes pas, tu viens pas. En termes de reproduction sociale, je crois qu'on n'a pas fait beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment une modélisation, une formalisation des attendus sociaux. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, c'est bien pour tout un tas de raisons, mais il faut savoir aussi ce que ça produit. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte sociale dans notre champ d'analyse. On a des luttes sociales, on se bat autour des technos qu'on utilise, on se bat autour de l'importance relative de certains domaines de la qualité. On va faire plus de tests, moins de tests, faire plus d'accessibilité, faire de la sécurité, faire de la sémantique, faire du SEO, on a plein de luttes. Mais en vrai, il y a aussi pas mal de choses qui sont reconnues en fait, dans nos secteurs comme des évidences. Par exemple, le fait que vous soyez ici en train de participer à une conférence, le fait que moi je sois monté sur scène, le fait que certains ou certaines d'entre vous aient contribué à des projets open source, le fait que certains ou certaines d'entre vous soient intervenus auprès de nombreux clients sur des budgets qui étaient relativement importants, ça c'est considéré comme des choses qui apportent un capital culturel. Quelqu'un va être mieux perçu parce qu'il ou elle a fait ça. Et donc mécaniquement, quelqu'un va être moins bien perçu parce qu'il ou elle n'a pas fait ça. C'est ce qu'on appelle un statu quo, avec tout ce que ça comporte de résistance au changement et de frein à la diversité. Et pour ça, je vous invite à voir 3 confs. Une où j'ai pas mis la slide parce que c'était tout à l'heure et c'était trop bien, et du coup je me suis dit que j'allais la rajouter dans mes notes, c'est celle de Manon et Charline, un peu plus tôt, qui s'appelait « Les pionnières oubliées du numérique, l'histoire des femmes dans la tech ». Et 2 autres confs que j'avais prévu d'intégrer, et à l'époque je ne savais pas que nécessairement ça allait être la keynote, donc celle de Marcy Charalois, qui traite du sujet de l'inclusion dans la tech et qui fait référence à des travaux sur les privilèges et l'intersectionnalité, et celle de Fabien Lamarck, où j'aurais pu mettre aussi un petit badge BDX.io, puisque Fabien a fait cette conf à BDX.io en 2018 pour parler de l'application de la sociologie au métier du développement. Et dans sa conférence, dans ta conférence, tu parlais de capitaux, et pas uniquement financiers, tu parlais de quelque chose d'important, c'est l'importance du capital culturel, le capital dont je parle en fait depuis 3 slides, c'est-à-dire l'ensemble des ressources culturelles détenues par des individus et qu'ils peuvent mobiliser en fait pour soit avancer, soit se faire valoir auprès des autres individus. Et c'est un point extrêmement critique dans le syndrome d'imposture et dans la façon qu'on a de percevoir nos compétences, puisqu'une des expériences émotionnelles qui se traduit le plus quand on a un moment de doute du type syndrome d'imposture, c'est le sentiment de manquer de légitimité, de ne pas avoir assez de ressources culturelles et de ne pas savoir les mobiliser. Typiquement, j'y connais rien à React.
C'est typiquement ce qui fait que cette expérience elle est prédominante chez les personnes en études, chez les alternants, chez les gens qui ont un grand niveau d'autonomie, c'est qu'ils ou elles sont livrés à elles-mêmes et ils ne savent pas ni évaluer leur savoir-faire, donc dans le savoir-faire on va penser à tout ce qui est technique, managérial, ni leur savoir-être. Personne ne vous apprend à évaluer comment vous comporter, comment créer des affinités avec vos collègues, comment créer des conflits, parce que c'est important, et comment les désamorcer, parce que c'est important aussi, et comment faire savoir que vous avez toutes ces compétences-là. C'est-à-dire même si vous savez que vous les avez, vous ne savez pas forcément comment les communiquer à vos supérieurs, à vos collègues, à faire comprendre en fait à des tiers que ces compétences sont acquises. Quand on a un syndrome d'imposture qui apparaît, résultat, qu'est-ce qu'on propose aux gens? Souvent, on leur propose de faire un bilan de compétences, c'est-à-dire littéralement de sanctifier en fait ces compétences par une évaluation, un outil de plus en plus prisé par les coachs, plus en plus prisé par les conseillers travailleurs sociaux dans les pôles emploi, et qui rassure en fait toutes les personnes qui ont ces sentiments sur leurs compétences opérationnelles. Sauf que souvent, c'est un peu tard. Et d'autre part, nos habitudes de professionnels du code nous ont fait oublier que notre métier, c'était un peu plus que ces compétences-là. Alors qu'est-ce que j'entends par un peu plus? Je ne vais pas faire une conf pour dire que la passion, c'est nul. La passion, c'est bien, si ça vous permet de vous lever le matin parce que vous êtes passionné par votre métier et que vous vous couchez le soir avec le sourire parce que vous avez vraiment kiffé ce que vous avez fait dans la journée, c'est génial. Mais en vrai, si c'est juste ça qui vous motive, c'est pas un métier que vous avez, c'est un hobby. Vous êtes en train de faire des collages. Pour que ce soit un métier, il faut que ça s'inscrive dans un cadre. Donc il y a un cadre de compétences techniques, il y a une capacité à acquérir de nouvelles compétences, il y a un contexte légal, structurel, conjoncturel, géographique, réglementaire, historique. Notre métier, il a une histoire, il se construit, il y a des règles qui se mettent en place. C'est une capacité à prendre des engagements de cadre, de coûts, de délais, de temps. C'est aussi une capacité à ne pas les tenir. C'est une organisation qui est régie par une forme de gouvernance. Certains d'entre vous travaillent dans des entreprises qui sont très hiérarchiques, d'autres travaillent en indépendant, d'autres travaillent dans des scopes, d'autres travaillent dans des organisations avec une structure très plate. On ne travaille pas de la même manière dans tous ces types d'organisations et ça s'apprend. Donc votre métier, c'est aussi ça, c'est ce que vous savez faire dans ces types d'organisations. C'est un jargon. J'essaye en général de ne pas trop y recourir, mais en vrai, on pourrait faire des confs entières avec que des acronymes et tout le monde comprendrait tout chez nous. Parce qu'on a ce vocabulaire, et ce vocabulaire, on l'a acquis. Moi, quand je fais des cours auprès de mes étudiants, je peux vous assurer que si je fais les mêmes conversations que celles que j'ai avec mes collègues à la machine à café, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore ce patrimoine-là. C'est aussi une gestion en fait, des règles sociaux et des attendus sociaux. Notamment, je repense aux différentes conférences sur le sexisme. On a des attendus sociaux en termes de sexisme très particuliers dans notre secteur, que les femmes sont obligées d'intégrer pour survivre et ne pas partir. Et enfin, c'est une vision d'un portefeuille de projets qui peut s'inscrire dans des durées plus ou moins longues, avec des tactiques plus ou moins longues, avec des objectifs plus ou moins longs. Et ça aussi, vous le savez. Quand on vous donne un projet, vous savez quelles questions poser, vous savez où aller. Donc en fait, ces compétences, vous les avez, elles n'ont juste pas été sanctionnées par des diplômes. Pourtant, c'est pour ça qu'on vous paye. C'est pour ça que ça vous prend du temps, c'est pour ça qu'on vous choisit. C'est pas parce que vous savez en vrai utiliser la dernière version de Docker ou le dernier framework à composants JS, parce que toutes ces compétences-là, en fait, vous pouvez les acquérir beaucoup plus facilement que les autres. En vrai, une formation peut vous permettre de les avoir et en quelques semaines, vous pouvez devenir pas forcément expert, mais en tout cas productif dans un domaine de compétences qui peut être relativement élevé. Sauf que pour mobiliser à la base des compétences, pour accélérer les choses, on a construit un truc qui s'appelle la formation continue. Et c'est là où le bât blesse. La formation continue, c'est tout ce qui, au long de la vie professionnelle, va nous permettre d'acquérir ces compétences, donc techniques ou non techniques. Et c'est un sujet que je connais un petit peu, parce que j'ai formé des gens, j'ai créé quelques plans de formation, mais je ne suis pas non plus un expert. Donc, pour limiter mes propres biais sur le domaine, j'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, j'ai appelé à l'aide. Donc sur Twitter, sur LinkedIn, sur Mastodon, chez Content Square, mon entreprise, j'ai appelé des gens, j'ai posé des questions et j'ai réalisé à peu près une douzaine d'interviews, 11 en fait, pour être précis, pour un total d'à peu près 13 heures d'échange, avec des personnes qui occupent des postes dans la formation, donc soit la formation interne aux entreprises, la formation externe, c'est-à-dire des gens qui proposent des formations dans des catalogues à destination de tiers, principalement dans des ESN. J'ai eu des gens qui étaient des opérateurs de compétences, je reviendrai dessus. J'ai eu des gens qui travaillaient pour des opérateurs de compétences. Et puis, j'ai même eu un entretien avec une avocate en droit du travail. On a posé plein de questions, enfin j'ai posé plein de questions et on m'a donné plein de réponses. Et le premier truc qui m'a choqué, parce que moi j'avais une vision un peu cynique du truc, c'est qu'en fait tout le monde a à cœur de faire ça bien. C'est pas parce qu'on veut pas bien le faire. On veut bien le faire, c'est juste difficile.
Mais ce qu'on retient quand même assez rapidement, c'est que tout ça n'existe que parce que, fondamentalement, la formation professionnelle, en vrai, c'est un droit. Donc c'est un droit pour tous les salariés du privé, mais c'est aussi un droit pour tous les salariés du public. Donc pour les salariés du privé, c'est dans le Code du travail, avec la loi 6321-1. Pour le public, c'est dans la loi Port, du 13 juillet 1883. Là, j'ai mis que le laïus pour le privé, mais celui du public est quasiment identique. L'employeur s'assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et c'est bien un emploi, c'est pas 7 emplois, c'est un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Et quand le Code du travail dit ça, il considère que cette adaptation, elle peut se faire chez votre employeur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, du moment que c'est l'employeur qui la prend en charge. C'est un cadre légal, voire mieux, c'est un droit. Et le droit, c'est hyper bien, parce que le droit, vous l'avez que vous pensiez que vous en êtes légitime ou pas. Que vous pensiez que vous soyez nul ou vous pensiez que vous soyez bien, vous avez les mêmes droits. Dit autrement, vous n'avez pas à vous former en vrai sur votre propre temps. C'est pas à vous, normalement, de prendre du temps pour vous former en dehors de votre travail de manière à rester légitime dans votre emploi. D'après le droit, c'est à votre employeur de couvrir ce besoin, lors de temps qui sont, je vais dire un gros mot, rémunérés. Et cette formation doit prendre en compte l'évolution du marché et pas uniquement des besoins de votre employeur. Donc si vous avez des demandes de formation qui concernent des choses qui ne se font pas dans votre entreprise, si tant est qu'elles se font sur le marché, elles sont valides. Et du coup, on ne le sait pas en fait, en vrai, tout ça. Parce que c'est pas un truc qu'on nous dit beaucoup, en fait. Ce qu'on nous dit, c'est que si on veut changer d'emploi, alors là, si on est dépassé par les pratiques actuelles et qu'on nous a rien proposé pour nous mettre à jour, faut se former. Mais on ne nous dit pas forcément que ce temps de formation peut être pris en fait sur notre job actuel. Pour la défenseuse des droits, c'est ce qu'on appellerait des droits incomplets. C'est des droits qui existent, mais qui en fait ne sont pas respectés. Si vous avez assisté à la conférence précédente du docteur Margot Bouon, c'est la même chose, l'accessibilité, des droits qui existent, mais qui ne sont pas respectés. Alors comment on fait pour que les droits soient mieux respectés ? Comme dans tous les secteurs où il y a des droits, se crée une filière. La filière de la formation continue, elle fonctionne comme cela. Les entreprises, on leur demande de cotiser pour payer de la formation continue auprès d'institutions qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. Et ces OPCO ont charge de réinvestir en fait cet argent pour offrir une offre de formation, d'apprentissage, de certification de qualification professionnelle ou de VAE. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre à des gens qui, aujourd'hui, font un travail pour lequel ils n'ont pas nécessairement un diplôme qui sanctionne leurs compétences, de sanctionner ces compétences au regard d'un référentiel qui existe, ce qui veut dire que ces référentiels existent et vous pouvez aller les consulter. Si vous vous demandez si vous valez quelque chose sur le marché du travail, n'hésitez pas. Et suivant la branche, l'OPCO va être différent et avoir une offre de formation qui va être spécifique. Parmi les personnes avec qui j'ai parlé, une seule m'a mentionné que son entreprise organisait une présentation en interne des formations proposées par l'OPCO. Moi-même, en 15 ans de métier, je n'ai jamais vu d'entreprise faire une présentation en interne des offres possibles proposées par l'OPCO, par la formation continue. D'ailleurs, en vrai, on va faire un petit test. Est-ce qu'il y en a parmi vous, levez la main, qui savez dans quelle branche, dans quelle convention collective vous êtes ? Parmi ceux-là, combien est à la Syntec ? Et parmi ceux-là, combien savent qui est l'OPCO de la Syntec ? Voilà. Pas très nombreux. J'ai compté une main, peut-être deux. Voilà. L'OPCO de la Syntec, c'est Atlas. Et dans leur dernière enquête, ils considèrent que 83% des adhérents à l'OPCO sont satisfaits. Mais, comme je disais, les gens sont de bonne volonté, donc ils sont honnêtes, ils font des analyses plus précises. On peut trouver dans cette enquête cette phrase qui dit que l'offre de service Atlas est très bien évaluée par ceux qui la connaissent et y ont recours, avec un taux de satisfaction entre 88 et 95%, mais qu'elle est trop fortement méconnue, parce qu'il n'y a que 5 à 20% max des répondants qui, en fait, ont fait appel à ces services. C'est-à-dire qu'on a une offre de formation professionnelle, les entreprises qui y ont recours en sont globalement satisfaites, mais en fait, personne ou très peu de gens l'utilisent. Pourquoi ? Ça ne devrait pas marcher comme ça, en fait. Le principe de la formation professionnelle continue, c'est un principe de redistribution. Les grosses entreprises devraient cotiser plus et permettre aux petites entreprises, qui, elles, ont des besoins d'innovation qui sont plus importants pour s'en sortir, de former leurs salariés pour pouvoir aller de l'avant. En réalité, parmi les différentes personnes avec qui j'ai parlé, l'efficience actuelle des OPCO, elle n'a pas fait l'unanimité. Les personnes qui travaillent dans des petites entreprises ne se sentent pas forcément aidées.
Elles n'ont rien à reprocher au catalogue de formation. Par contre, ce qui les intéresse le plus dans le potentiel des OPCO, c'est la prise en charge de l'alternance. Parce que ça permet d'intégrer en fait, des compétences, des développeurs frais, des jeunes, qui ont des compétences nouvelles, voilà, qui sont à jour du marché, là où souvent les salariés non, et comme on ne veut pas former les salariés, c'est mieux d'intégrer des jeunes. Donc on se plaint beaucoup des jeunes parce qu'ils ne savent pas faire des choses, mais en fait, en vrai, on les intègre parce qu'ils maîtrisent quand même 2-3 trucs que les gens en interne ne savent pas forcément faire. Et puis dans les grandes entreprises, les gens disaient on cotise à l'OPCO, mais en fait, en vrai, on ne se sert pas toujours en fait, du catalogue de formation, parce que pour décrocher des formations, c'est pas si facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que les OPCO eux-mêmes, ils sont là pour optimiser le financement de la formation continue. Imaginez, vous êtes une institution, l'État vous donne une responsabilité qui est de collecter des fonds et de les redépenser correctement. Votre objectif, c'est de faire en sorte que les formations que vous allez financer soient les plus efficaces possibles. Et efficace pour un OPCO, ça veut dire juger au regard des métiers en tension dans les secteurs, puisque les OPCO gèrent par territoire, et du coût du traitement administratif. Donc si vous êtes ici en Gironde et que vous trouvez une entreprise qui a besoin de former 40 développeurs en Java 4, un truc un peu obsolète, mais ils en ont besoin, et que du coup vous pouvez payer cette formation, et que du coup ça fait 40 personnes pour qui vous êtes absolument sûr et certain qu'ils auront un emploi à la sortie, alors vous avez rempli vos conditions d'efficacité, et comme vous avez formé 40 personnes sur la même techno, en charge administrative, ça va être beaucoup moins lourd, ça va être beaucoup moins coûteux, et donc vous êtes sûr que l'essentiel du financement va aller dans la formation et pas dans des dossiers. Et donc on arrive en fait à du financement de formation qui parfois, parce qu'il y a quand même beaucoup d'OPCO qui font des formations pointues, et on arrive aussi à du financement de formation qui du coup souvent sont un peu obsolètes ou correspondent à des métiers qui sont très en tension, notamment parce que plus personne veut faire ça. Notre secteur ayant un turnover très important, cette situation n'est pas jugée comme problématique. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, en fait, la formation professionnelle continue a été personnalisée, à savoir que quand vous travaillez, en fait, vous cotisez dans un compte personnel de formation qui vous appartient et que vous pouvez solliciter pour faire de la formation en dehors du cadre des OPCO. Et en fait, les gens ne l'utilisent pas. Voilà. Les gens ne l'utilisent pas. Très peu de gens ont déjà des présentations internes dans leur entreprise de ce que c'est que le CPF, donc ne savent pas que ça existe. Donc je vous invite à aller voir dès la fin de BDX.io combien d'heures de formation vous avez à votre disposition sur ce compte-là. Et ensuite, la plupart des gens ne veulent pas apprendre ce temps-là parce que leur employeur ne les laisse pas le faire, en fait, leur fait comprendre que des formations qu'ils auraient envie de faire ou qu'elles auraient envie de faire ne correspondent pas nécessairement aux attentes de l'entreprise et que même si elles sont attendues sur le marché, ils n'ont qu'à attendre d'être au chômage pour les faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un des dispositifs clés de Pôle emploi. Si demain vous vous retrouvez, vous perdez votre emploi ou vous décidez de partir, on va très rapidement vous proposer de mobiliser votre CPF pour faire de la formation entre deux emplois. C'est-à-dire complètement à l'opposé du droit dont j'ai parlé, puisque le droit consiste que c'est à l'employeur de rémunérer en fait la formation. On a créé un système asynchrone où l'employeur finance, mais par le biais d'un compte, une formation qui aura lieu à l'extérieur des heures de travail. Sauf que moi, en fait, cette réponse par rapport à ma question de base du syndrome de l'imposteur, elle ne me convient pas. Elle ne me convient pas parce qu'elle conduit qu'à deux possibilités. Soit on travaille en dehors de nos heures de travail, sur notre temps libre, c'est ce qu'on fait pour beaucoup, pour continuer à être à jour sur les technos, sur les patterns, sur les concepts. Soit on encourage le turnover, c'est-à-dire on passe par des phases sans emploi pour avoir le temps de se former en bafouant un petit peu le droit, ou en tout cas en contournant, et en créant en fait un système où on va rester pas très longtemps dans les boîtes. Et je suis pas naïf, je sais aussi les effets de bord que peuvent produire ces deux injonctions, soit à se former sur son temps libre, soit à se former dans des périodes de chômage. Elles créent une grande compétition sur les salaires. Nos salaires ont tendance à augmenter. Donc, je disais tout à l'heure qu'ils étaient déjà assez élevés. Ils ont tendance à augmenter plus vite que le reste des salaires en France, notamment parce que du coup, en créant une injonction en fait, à avoir de la formation toujours plus accentuée sur des technos toujours plus récentes, on crée artificiellement de la tension. Donc c'est un marché qui évolue rapidement, avec des salariés qui n'ont aucun intérêt à rester dans une entreprise. Aujourd'hui, si vous voulez progresser d'un point de vue salarial, la plupart des statistiques et des analyses vous disent que au bout de 18 mois à 24 mois, en fait, il faudrait partir, changer de boîte, parce que c'est comme ça que vous allez avoir le temps et de vous former et d'obtenir des améliorations salariales. Et le truc, c'est que on a réussi à, et Conway serait vachement content, on a réussi à appliquer en fait à nos propres carrières ce qu'on fait dans nos logiciels. On a fait de l'obsolescence programmée. On s'obsolète nous-mêmes. Et ce mode de fonctionnement, en vrai, il marche bien pour plein de gens. On va pas se mentir. Moi, par exemple, je suis un homme, valide, on a tendance à me faire confiance, les gens pensent assez naturellement que je sais ce que je dis.
Et globalement, quand j'ai besoin de me former, on me laisse me former. Et puis, quand j'ai besoin de me former entre deux emplois, ça ne me dérange pas, parce que j'ai pas non plus un niveau de responsabilité extrême. Certes, j'ai des enfants, mais j'ai aussi une femme qui travaille, on a des revenus. Finalement, ça va. Par contre, les personnes qui n'ont pas de temps, parce qu'elles ont d'autres personnes dont il faut s'occuper, des enfants, qui ont possiblement des problèmes, des parents, des personnes tierces, des conjoints, des gens qui ont des investissements citoyens. Si demain vous voulez devenir député, si vous voulez être maire, des personnes qui auraient tout simplement des loisirs, parce qu'il paraît qu'on a le droit aussi d'avoir des loisirs et qu'on n'est pas obligé de coder tous les soirs devant Netflix, on a le droit aussi de faire que Netflix. Des gens qui sont handicapés. Et encore une fois, comme disait Margot tout à l'heure, 15% des gens dans le monde ont un trouble et 80% ça se voit pas. Donc il y en a plein autour de vous. Et tous ces gens-là, en fait, toutes ces solutions à base de coder le soir ou ayez des périodes sans emploi, c'est soit pas possible pour des raisons sanitaires et sociales, soit extrêmement risqué, parce que changer d'emploi, c'est passer par une phase de chômage qui, à pas grand-chose près, peut être très critique. Donc c'est pas un construit social qui, moi, me convient. C'est un modèle avec des dominants qui ont du temps, qui peuvent le prendre, et puis des dominés qui doivent vivre cette domination de par la structure de nos entreprises, et qui finissent avec des syndromes de l'imposteur. Alors, une fois qu'on a fait ça, et une fois qu'on a été bien cynique, qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, et là je rentre complètement dans le cadre de l'opinion, s'il y a des gens après qui veulent faire le coup de « moi c'est pas une question, c'est une remarque, vous pouvez y aller », là pour le coup ce que je vais dire n'est absolument pas back-up par tous les gens avec qui j'ai interviewé, c'est mon opinion à moi. Dans la durée, réfléchir, c'est-à-dire nous penser, réfléchir à notre secteur en termes de réalité, en termes de qualité, pour éviter de reproduire en fait des choses. Là, par exemple, vous faites des conférences parce que vous allez voir des Usain Bolt sur scène, vous expliquez comment ils courent très vite en espérant que lundi vous allez aller au boulot, mettre les chaussures comme eux et ça va courir pareil. Ça marche pas. Donc faut qu'on arrête de faire ça. C'est pas une bonne façon de se former. Il faut être un petit peu plus stratège, il faut prendre du recul sur les sujets, il faut regarder en termes d'organisation comment on organise la conversation sur la souveraineté de nos compétences, à savoir dans vos entreprises, de quoi vous avez besoin, et dans votre marché, de quoi votre entreprise a besoin pour avancer. De quel écosystème on a besoin, et c'est pour ça que je parle d'écologie, de quels écosystèmes, au pluriel d'ailleurs, puisqu'on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes structurations, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes équilibres, on a besoin pour créer des nouvelles situations d'équilibre. Il faut aussi qu'on apprenne à reconstruire des carrières. Les carrières en entreprise, c'est devenu une espèce de tabou, où en fait les gens ne montent pas en compétences, ne montent pas en seniorité s'ils n'arrivent pas à changer de boîte ou dans la nouvelle boîte leur seniorité va être reconnue. Ça c'est quelque chose de très difficile. Il y a des gens qui se sentent pas légitimes parce qu'ils ont commencé un truc il y a 3 semaines. Moi je suis chez Content Square depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être arrivé hier. La moitié du temps je comprends pas ce que les gens font et pour autant ça se passe relativement bien. Donc je pense que si ça se passe bien, ça peut se passer bien pour les autres aussi. Et en face de ça, la raison pour laquelle on a aussi besoin de reconstruire des carrières, c'est que c'est débile d'arriver à embaucher des gens aussi forts et de mettre autant de thunes dans le sourcing. On a du sourcing dans les entreprises. Les compétences, elles existent. Quand vous entendez qu'on met 8 à 9 000 euros pour recruter une personne, est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre 8 à 9 000 euros pour recruter le profil qui fit et qui est le plus aligné possible avec l'équipe? Est-ce que ces 8 à 9 000 euros, on n'aurait pas pu les mettre à former quelqu'un qui sortait du Pôle emploi? C'est des vraies questions. Hein. En vrai, 8 à 9 000 euros, c'est beaucoup. Vous pouvez payer quelqu'un pendant des mois avec ça. Donc c'est des vraies questions. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus de formation en entreprise et un peu moins d'injonction à la formation à l'extérieur de l'entreprise? Évidemment, je l'ai dit, notre métier, c'est pas que le code. Donc ça veut dire aussi que dans ces formations, il faut former à autre chose. Notamment, je ne sais pas combien d'entre vous ont été formés un jour à la résolution des conflits. Si un conflit social se passe dans votre entreprise, et quand je dis conflit social, c'est pas forcément une grève, hein. Je parle juste à 2 collègues qui commencent à se fâcher un peu fort et il faut désamorcer la situation. Est-ce que vous avez les clés pour poser les mots? Est-ce que vous avez les clés pour organiser cette relation-là? Et pour autant, ça arrive tout le temps. Donc si on n'a pas cette formation, si on n'a pas ces savoirs-là, ça s'apprend, et on a aussi besoin de faire ça pour arriver à construire des visions long terme dans les entreprises. Enfin, je pense que, troisième point, il faut qu'on ait une vision plus large de nos métiers. Là, dans ces conférences, je suis assez satisfait parce que notamment dans la vision hors piste, dans cette tranche hors piste, vous allez voir des gens qui font de la recherche, des gens qui font de l'UX, des gens qui font du design. Pourquoi c'est hors piste? En quoi c'est pas des gens qui font de la tech? Sincèrement, je veux dire, c'est vos collègues en fait, ils bossent dans les mêmes entreprises que vous. Pourquoi ils sont hors piste? Pourquoi est-ce que dans ces conférences, on n'a pas des commerciaux? Pourquoi on n'a pas des rédacteurs de doc? Pourquoi on n'a pas plus d'analyse de données, des responsables marketing, des chercheurs?
Pourquoi on n'a pas des gestionnaires de facturation, des infogérants? Sérieusement, il n'y a pas plus tech qu'un infogérant. On les entend jamais en conférence. Ils sont où tous ces gens-là? Et si on les voit pas, ça veut dire qu'on pense jamais aussi qu'on pourrait faire leur métier. Donc ça veut dire qu'on pense jamais au fait que nos propres compétences pourraient être compostées au fil du temps, parce que vous ne perdez pas vos compétences, juste elles se transforment en un espèce d'humus sur lequel vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Bah, vous pouvez aussi aller vers ces métiers-là, si ça vous intéresse évidemment, mais du coup c'est des possibles. Et donc du coup ça déclenche aussi le fait que si vous ne connaissez pas le dernier framework à la mode, vous êtes nul. Non, en fait vous avez plein de compétences pour faire plein de choses, juste peut-être pas le dernier framework à la mode, ou en tout cas pas avant 2 semaines que vous ayez eu le temps de travailler dessus. Et tout ça ne peut arriver que si on a une réflexion de fond sur le partage de la valeur, parce qu'une fois qu'on est conscient de toutes ces inégalités, pour les résoudre, eh ben, il faut rééquilibrer les rémunérations. Donc vous allez entendre plein de gens aujourd'hui dire que notamment les femmes sont moins payées que les hommes. Bah ouais, ça veut dire que nous, les hommes, il faut qu'on soit un peu moins payés pendant les prochaines années pour rééquilibrer. Et si en tant qu'homme, vous n'êtes pas capable d'accepter cette réalité, c'est que vous acceptez le statu quo et que vous en êtes satisfait, et tant mieux pour vous, mais dans ce cas-là, venez pas dire que vous vous battez contre les inégalités. Il faut accepter un certain nombre de choses. Et si vous voulez que tout le monde soit gagnant, il y a une façon assez simple, c'est de plus analyser la valeur qu'on produit de manière commune. Combien d'entre vous savent combien la résolution d'un bug a fait gagner à l'entreprise qui avait ce bug? Moi, dans ma boîte, on sait, parce que c'est littéralement notre boulot, d'aller mettre un montant en fait, sur les gains. Ben, je peux vous assurer que quand on voit que certaines entreprises, pour une résolution de bug qui a pris une demi-journée, elles ont gagné 6 millions d'euros à la fin de l'année, ben, du coup, on se dit que les TJM, on peut les monter un peu, quoi. Ça va en vrai. En vrai, on pourrait tous s'augmenter, peut-être nous les hommes un peu moins que les femmes pour équilibrer, mais on pourrait quand même tous gagner plus. Et on serait encore en haut du panier largement des salaires en France. Donc en vrai, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Mais réciproquement, vous ne pouvez pas avoir cette conversation si vous-même vous n'avez pas idée de votre propre valeur. Donc renseignez-vous, regardez, il y a des référentiels, on peut en reparler a posteriori, qui permettent de s'auto-évaluer et qui vont vous permettre aussi d'avoir des arguments pour savoir si vous êtes plutôt un contributeur d'équipe, un contributeur individuel, si vous avez plutôt une expertise très fine et intuitive, ou si vous avez plutôt une expertise très survolée, mais qui vous permet d'être très vulgarisateur. C'est des choses qui s'apprennent aussi. Bref, syndrome d'imposture, l'arbre qui cache la forêt. Si vous êtes concerné, faites-vous aider. Regardez des conférences, j'en propose quelques-unes, parlez à des gens. Si vous n'êtes pas concerné, soutenez la diversité. Faites en sorte que des gens qui ne vous ressemblent pas soient intégrés dans vos entreprises. Ne cherchez pas à aligner absolument vos équipes pour qu'elles soient parfaitement fit d'un point de vue valeur. C'est pas grave s'il y a un peu de conflit de temps en temps, c'est pas grave si d'un seul coup vous découvrez que machin il a une passion obscure et que bidule il est pas d'accord, bah, c'est pas grave. En fait, on est des adultes, on devrait être capable de gérer ce genre de choses. Remettons la formation au centre des politiques d'innovation de nos entreprises. Innover, c'est pas forcément courir derrière les derniers frameworks, ça peut, mais il faut le faire pour des bonnes raisons. Est-ce que toutes les raisons sont bonnes? Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai un client qui a fait un appel d'offres pour une refonte d'un site qui contient basiquement des pages où il y a une image, un titre et un texte. On ne lui a proposé que des frameworks à composants React et Vue. C'est des pages statiques, hein, les gens. Pas besoin de ça. Et puis enfin, normalisez de parler d'argent, normalisez de parler de salaire, et je vais dire des gros mots, syndiquez-vous. Allez regarder du côté de ce qui se fait. Vous n'êtes pas obligé de choisir des gens qui sont historiques et qui ne vous plaisent pas parce que vous avez vu un jour un monsieur à moustache crier très fort. Il y a plein de choses qui sont en cours d'être créées, il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, et pour se syndiquer ou se grouper avec des gens qui réfléchissent au travail, il ne faut pas être 200 000. Hein. Il y a des groupes qui existent avec 40 personnes et c'est déjà très bien. Ça crée un réseau de co-motivation qui vous permet d'aller échanger, ça peut créer du mentorat, donc n'hésitez pas à travailler ces pistes-là. Merci beaucoup et je vous encourage, si vous en avez un ou une, à aller parler avec votre RH. Je ne dois pas être très loin pile du temps. Ça, c'est le QR code si vous avez des feedbacks. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions. On a 3 questions, ou 3 minutes. 3 minutes. Donc on a une question un peu velue, ou 3 questions très superficielles. Questions? Pas de questions? Des remarques? Des gens qui ne sont pas d'accord? Tu conseilles quoi comme syndicat? J'aime bien. Alors en syndicat, je ne sais pas, mais en groupement, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au travail du groupement On est la tech,
qui produit des choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas d'ailleurs toujours cohérentes d'une publication à une autre, parce que justement, il y a de la diversité dans les points de vue à l'intérieur de ce groupement-là. Et je trouve intéressant, il y a des réflexions de fond sur le rôle du numérique dans la société qui peuvent amener à des changements. Je connaissais la réponse. Pas de questions. Merci beaucoup d'être venu.